Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal d'information. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous avec l'actualité internationale. Voici les grands titres de l'actualité. En Syrie, nouvelle frappe israélienne sur des positions militaires dans le sud du pays. Au Brésil, le parquet réclame la condamnation de Jair Bolsonaro pour tentative de coup d'État. Direction la Thaïlande où un scandale sexuel et financier éclabousse la haute hiérarchie bouddhiste. Démission de la ministre du Travail du Cuba après des propos controversés sur la mendicité. Au Mali, l'ancien Premier ministre Moussa Mara, de nouveau entendu par la justice. Et enfin, en France, François Bayrou présente un plan budgétaire ambitieux pour réduire la dette et le déficit. Nouvelle frappe israélienne sur des positions militaires dans le sud de la Syrie. Dans la nuit du 15 au 16 juillet, l'aviation israélienne a mené une série de frappes aériennes sur des infrastructures militaires situées dans la région de Soueïda au sud de la Syrie. Selon les sources officielles syriennes, plusieurs installations stratégiques, notamment des entrepôts d'armes et des centres de commandement, ont été visés. Ces frappes s'inscrivent dans une stratégie plus large d'Israël visant à limiter l'implantation des milices pro-iraniennes sur le territoire syrien, notamment dans les zones proches de la frontière israélienne. Tsahal affirme vouloir empêcher le transfert d'armements sophistiqués vers le Hezbollah libanais. Damas a fermement condamné ces attaques, accusant Israël de violer la souveraineté syrienne et promettant des conséquences. Il s'agit de la dernière d'une série d'opérations israéliennes menées en Syrie depuis le début de l'année, dans un contexte de tensions régionales persistantes. Un climat tendu que l'on retrouve également sur un autre continent. Au Brésil, le parquet réclame la condamnation de Jair Bolsonaro pour tentative de coup d'État. Le parquet fédéral brésilien a officiellement demandé ce mardi 15 juillet 2025 la condamnation de l'ancien président Jair Bolsonaro pour sa participation présumée à une tentative de coup d'État visant à le maintenir au pouvoir après sa défaite électorale de 2022. 7 autres personnes sont également visées par cette réquisition. Selon l'acte d'accusation, Bolsonaro aurait activement contribué à un plan visant à renverser l'ordre constitutionnel, en coordination avec des officiers militaires et des membres de son entourage. L'objectif de cette manœuvre était d'empêcher l'investiture du président élu, Luiz Inácio Lula da Silva, notamment en diffusant de fausses informations sur le système électoral brésilien et en encourageant des actions violentes comme l'assaut contre les institutions le 8 janvier 2023 à Brasilia. Le parquet évoque plusieurs chefs d'accusation dont tentative de coup d'État, abolition violente de l'État démocratique de droit, création d'une organisation criminelle armée. Les faits reprochés sont passibles de lourdes peines allant jusqu'à 40 ans de prison. Ce développement judiciaire s'inscrit dans une série de procédures engagé contre l'ex-président, qui a déjà été déclaré inéligible jusqu'en 2030 pour désinformation électorale. Jair Bolsonaro continue de rejeter toutes les accusations, affirmant être victime de harcèlement politique. Parallèlement, un scandale sexuel retentissant défraie la chronique en Thaïlande. Un scandale sexuel et financier éclabousse la haute hiérarchie bouddhiste. En Thaïlande, un vaste scandale mêlant relations sexuelles, chantage et corruption secoue la communauté monastique bouddhiste. Au centre de cette affaire, une femme thaïlandaise de 35 ans, surnommée Golf, accusée d'avoir entretenu des relations intimes avec moins d'une quinzaine de moines, dont plusieurs figures influentes du clergé, dans le but de leur extorquer de l'argent. L'enquête a débuté après la disparition inexpliquée le mois dernier d'un abbé du Wat Thritosatep, un temple de renom à Bangkok. Les investigations ont rapidement révélé que ce moine entretenait une relation avec Golf. Une perquisition menée début juillet à son domicile a permis à la police de saisir plus de 80 000 photos et vidéos, dont certaines à caractère pornographique
impliquant plusieurs moines de haut rang. Interpellée le 15 juillet dans une résidence luxueuse de la province de Nonthaburi, au nord de la capitale, la suspecte fait désormais face à de lourdes accusations, malversation, blanchiment d'argent et recel de biens volés. L'enquête révèle qu'elle aurait notamment reçu un virement de 380 000 bahts, environ 10 000 euros, depuis le compte d'un temple situé dans la province d'Ayutthaya. Ce même moine aurait également transféré près de 340 000 euros depuis son compte personnel avant d'être défroqué. Selon les autorités, Golf ciblait délibérément des moines influents à travers le pays, les séduisait puis les menaçait de rendre publiques leurs relations pour obtenir de l'argent. À ce jour, au moins 9 moines impliqués ont choisi de quitter volontairement la vie monastique. Ce scandale survient dans un contexte déjà sensible pour le clergé bouddhiste en Thaïlande. En mai dernier, un autre moine avait été arrêté pour avoir détourné près de 8 millions d'euros provenant de dons des fidèles qu'il utilisait pour des jeux d'argent en ligne. Face à ces révélations successives, le Conseil suprême de la Sangha, autorité dirigeante de l'ordre monastique, a annoncé la mise en place d'un comité chargé de revoir les règles internes afin de restaurer la confiance de la population. Une réforme de la loi encadrant la Sangha est actuellement à l'étude, comme l'a rapporté le Bangkok Post en première page ce lundi 14 juillet. Dans un pays où plus de 90% de la population se réclame du bouddhisme, ces affaires entachent profondément la réputation de la hiérarchie religieuse. Sur les réseaux sociaux, la diffusion de certains contenus liés à l'affaire a déjà donné lieu à une vague de mèmes tournant en ridicule les moines mis en cause. Pendant ce temps, dans les Grandes Antilles, un dirigeant politique se retrouve lui aussi plongé dans la tourmente. Démission de la ministre du Travail après des propos controversés sur la mendicité. La ministre du Travail et de la Sécurité sociale de Cuba, Marta Elena Feito, a pris sa démission le mardi 15 juillet à la suite de déclarations controversées niant l'existence de la mendicité sur l'île. Lors d'une session parlementaire retransmise à la télévision nationale, elle avait affirmé que les mendiants n'existent pas à Cuba et que les personnes perçues comme telles étaient simplement déguisées, propos qui ont suscité de vives réactions au sein de la population, notamment sur les réseaux sociaux, alors que le pays traverse une crise économique profonde. Selon les médias officiels, la démission de la ministre a été acceptée par les plus hautes instances du Parti communiste et du gouvernement, en raison de son manque d'objectivité et de sensibilité. Elle aurait reconnu ses erreurs avant de quitter son poste. Lors de son intervention parlementaire le 14 juillet, Marta Elena Feito avait également minimisé la détresse des personnes fouillant les poubelles, assurant qu'elle ne le faisait pas pour se nourrir et avait critiqué les laveurs de pare-brise, les accusant de rechercher une vie facile. Ces déclarations ont été jugées déconnectées de la réalité dans un contexte marqué par une inflation élevée et une augmentation visible des situations de grande précarité, notamment de la capitale. Face à l'indignation suscitée, le président cubain Miguel Díaz-Canel est intervenu pour apaiser les tensions sur son compte X. Il a dénoncé un manque de sensibilité dans l'approche de la vulnérabilité. Il a ensuite rappelé lors d'une autre session parlementaire que personne ne devait se montrer arrogant ni déconnecté des difficultés vécues par la population. Il a reconnu que les personnes assimilées à des mendiants sont en réalité le reflet des inégalités sociales et des problèmes économiques actuels du pays. La pauvreté s'est intensifiée ces dernières années à Cuba en raison notamment de la faiblesse de la production locale et du durcissement de l'embargo américain sous la présidence de Donald Trump. En 2024, le gouvernement recensait environ 350 000 personnes vulnérables et 189 000 familles bénéficiaires de programmes d'aide sociale sur une population totale estimée à 9,7 millions d'habitants. Les autorités continuent toutefois de privilégier les termes de personnes vulnérables ou de vagabonds pour désigner ces situations de précarité. Tandis que Cuba tente d'éteindre un feu politique provoqué par des propos maladroits, le Mali fait face à une autre forme de tension, la répression des voix dissidentes. L'ancien premier ministre Moussa Mara est de nouveau entendu par la justice,
L'ancien premier ministre malien Moussa Mara a été convoqué une nouvelle fois ce mercredi 16 juillet par la brigade d'investigation judiciaire BIG à Bamako. Après une première audition la veille qui s'est prolongée sur plusieurs heures, il avait ensuite été autorisé à regagner son domicile, mais l'interrogatoire a été repris ce mercredi matin. Cette procédure a fait suite à un message publié par Moussa Mara sur les réseaux sociaux le 4 juillet dernier. Dans ce message, il faisait état d'une visite qu'il aurait rendue à plusieurs figures politiques et de la société civile actuellement détenues, parmi lesquels Razbat, Rose Vicher, Clément Dambélé et Mamadou Traoré. Il les qualifie de prisonniers d'opinion, un terme couramment utilisé par l'opposition et certaines ONG de défense des droits humains pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme des détentions à caractère politique. Dans ce même message, Moussa Mara déclarait: aussi longtemps que dure la nuit, le soleil finira évidemment par apparaître et nous nous battrons par tous les moyens pour que cela arrive et le plus tôt possible. Ces propos ont attiré l'attention du procureur général et du procureur du pôle judiciaire spécialisé en cybercriminalité du tribunal de la commune 4 de Bamako. Ce pôle est connu pour engager des poursuites contre des voix critiques du régime, ce qui suscite des inquiétudes parmi les proches de l'ancien premier ministre. Pour l'instant, aucune charge formelle n'a été retenue contre Moussa Mara, mais certaines formulations de son message, notamment l'expression « tous les moyens » pourraient lui être reprochées en l'absence de précision sur le caractère légal de ces moyens. À noter que l'ancien chef du gouvernement n'a jamais appelé explicitement à l'insurrection. Moussa Mara est aujourd'hui l'une des rares figures politiques encore présentes au Mali à s'exprimer publiquement contre le régime de transition. Dans le contexte actuel, la justice malienne multiplie les poursuites pour des motifs tels que l'atteinte au crédit de l'État, la tentative de déstabilisation ou l'opposition à l'autorité légitime. Par ailleurs, un ancien militant de son parti Yelema, dissous en même temps que toutes les formations politiques du pays, El Bachir Thiam, a été enlevé il y a plus de 2 mois par la sécurité d'État. Il est toujours détenu au secret sans procédure judiciaire, ce que certains observateurs considèrent comme une pression directe exercée sur Moussa Mara. Dans un message publié ce mardi soir, l'ancien premier ministre a appelé ses soutiens à la sérénité, concluant par ces mots. Restons sereins et surtout derrière le Seigneur. Cap maintenant sur l'Europe ou en France. Un plan d'austérité présenté par le chef du gouvernement fait vivement réagir. François Bayrou présente un plan budgétaire ambitieux pour réduire la dette et le déficit. Le premier ministre français François Bayrou a dévoilé le 15 juillet un plan visant à réduire significativement la dette publique qui dépasse actuellement les 3 300 milliards d'euros ainsi qu'à contenir le déficit budgétaire. Ce programme prévoit environ 44 milliards d'euros d'économies dès 2026. Le gouvernement entend obtenir ces résultats en mettant à contribution l'ensemble de la population. Parmi les mesures phares annoncées figurent le gel des dépenses sociales, le gel du barème de l'impôt sur le revenu, ainsi que la suppression de 2 jours fériés. François Bayrou reconnaît que ce plan représente un pari risqué dans un climat politique déjà tendu. Mais il insiste sur la nécessité d'atteindre un déficit de 4,6% du PIB dès l'année prochaine. L'annonce a rapidement provoqué des réactions au sein de la classe politique. Des appels à la censure ont été lancés, notamment par la France insoumise, qui réclame une réponse rapide. Le Rassemblement national, RN, et le Parti socialiste, PS, tout en critiquant le plan, conditionnent pour l'instant leur soutien à d'éventuelles modifications du texte. Marine Le Pen demande une révision du programme budgétaire, tandis qu'Olivier Faure réclame son amendement. François Bayrou se dit ouvert au dialogue, en particulier sur les points les plus sensibles, comme la suppression de jours fériés. D'autres propositions, notamment celles relatives aux retraites
ou au remboursement des médicaments rappelle celle déjà formulée par Michel Barnier, son prédécesseur, dont le budget avait été rejeté par l'Assemblée nationale. Au sein de sa propre majorité, le Premier ministre doit également faire face à des critiques. Laurent Wauquiez, chef de file des Républicains à l'Assemblée, estime que le plan repose trop sur les hausses d'impôts, sans effort suffisant de réduction des dépenses, et reste silencieux sur certaines questions comme le coût de l'immigration. Des amendements sont déjà annoncés pour l'examen du budget, bien qu'aucune menace explicite de retrait de soutien n'ait encore été formulée. Dans ce contexte, le rôle du président Emmanuel Macron reste central, bien qu'en retrait, il continue d'exercer une influence déterminante. Lors du Conseil des ministres du 16 juillet, il a exprimé son soutien à la démarche de François Bayrou, saluant le courage et la lucidité du plan. Il a toutefois rappelé la nécessité de protéger les entreprises et le budget de la défense, tout en soulignant l'importance de la croissance pour l'économie nationale. Le dépôt anticipé de ce projet budgétaire vise également à ouvrir une période de négociation politique tout en plaçant les oppositions face à leurs responsabilités. Si une motion de censure reste envisageable, certains analystes évoquent également la possibilité d'une dissolution de l'Assemblée nationale en fonction de l'évolution du rapport de force politique et des sondages d'opinion à venir. Entre tensions politiques, urgence économique et pression sociale, l'actualité d'aujourd'hui illustre les défis auxquels sont confrontés plusieurs gouvernements, de la Havane à Bamako en passant par Paris. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle édition. Restez informés, restez vigilants et surtout, prenez soin de vous. Bonne soirée à toutes et à tous.